Au sommaire de l'actualité de ce 15 avril, 11 compétences pour mettre en œuvre le second compact du Millennium Challenge contre Burkina. C'est plus de 200 milliards de francs CFA injectés dans des projets d'envergure, notamment l'électricité. Le cérémonial d'installation des membres du comité d'orientation et de suivi du MCA Burkina dès le début de ce journal. À suivre également la une, un génie du net, Tassien Sommet, concepteur de Waiban. Pourquoi bannir certains réseaux social qui compte déjà 100 000 utilisateurs à travers le monde, Tassien et burkinabé, vous l'entendrez dans un instant. À l'international, le président américain Joe Biden annonce le retrait de ses troupes d'ici le 11 septembre prochain en Afghanistan. 11 septembre 2021 sera en effet le 20e anniversaire des attentats de 2001 aux États-Unis. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver. Avant de développer ces titres, retenez que le président du Faso-Roc, Marc-Christian Kaboré, a quitté Ouagadougou ce matin pour Brazzaville où il participera demain à l'investiture de son homologue congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 21 mars dernier, Denis Sassou Nguesso prêtera serment devant la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. Retour au Faso à la découverte des 11 membres du comité d'orientation et de suivi du corps du second compact du MCA, le Millennium Challenge et contre Burkina. Financé par l'oncle Sam à plus de 200 milliards de francs CFA, il est axé sur le secteur énergétique, à savoir l'accroissement de l'offre d'électricité et à moindre coût. C'est le chef du gouvernement himself qui installe les membres du comité d'orientation et de suivi. Le point d'image avec Urbain Benito Somé et Moumouni Soubaïga. Le Premier ministre installe les membres du comité d'orientation et de suivi du Millennium Challenge et Count Burkina Faso 2. Leur mission, travailler pour la bonne exécution de ce second compact. Un compact destiné au développement du secteur de l'énergie au Burkina Faso. C'est une étape très importante de la mise en œuvre de ce deuxième compact entre les États-Unis et le Burkina Faso. Il y a une partie qui vise l'investissement dans l'infrastructure, mais aussi la réforme de la réglementation et de la gouvernance, etc., pour créer un système énergique moderne et durable ici à Burkina Faso. Le second compact du MCA Burkina 2 s'articule autour de 3 projets. Le projet de renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité, le projet d'accroissement de l'offre de l'électricité moins coûteuse et le projet réseau et accès à l'électricité. D'où la satisfaction du Premier ministre chef du gouvernement burkinabé. On a rappelé la nécessité d'aller de l'avant pour ce qui concerne le renforcement de notre production énergétique pour permettre aux populations de bénéficier de l'électricité à moindre coût, pour permettre à nos entreprises de bénéficier de l'électricité à moindre coût. Et ce sont les 2 facteurs importants pour le renforcement du processus de développement économique et social de notre pays. L'installation de ces 11 membres du comité d'orientation et de suivi du MCA Burkina Faso 2 fait également office d'ouverture de la session inaugurale de ce comité d'un montant de plus de 240 milliards de francs CFA. Le second compact a été signé entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique le 13 août dernier. Il serait exécuté pendant 5 ans. L'intégration en marche avec la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui entre désormais dans sa phase d'opérationnalisation. Le Burkina, membre de l'espace, se dote d'une stratégie de mise en œuvre. Les acteurs se sont alors réunis ce matin pour réexaminer le document provisoire en vue de sa validation. Gérard Sommet et Ruth Bini Ouattara compte rendu. Le Burkina veut tirer profit de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en marche depuis janvier 2021. S'entourer des conditions nécessaires par des stratégies commerciales adaptées s'avère être un impératif. Les partenaires au niveau national ont été approchés au cours d'une large consultation qui a permis de diagnostiquer la position du Burkina Faso face à l'ouverture des frontières. Les consultations ont permis de proposer des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la ZLECAf au niveau du Burkina Faso. Et enfin, il y a le plan d'action prioritaire qui permettra d'engager un certain nombre
d'action. L'intégration des économies africaines entre elles devrait permettre une libéralisation des échanges avec la mise en œuvre d'un marché continental unique et intégré. 1,3 milliard de consommateurs devraient être touchés pour un produit brut de plus de 3 000 milliards de dollars américains. Le gouvernement est engagé dans un certain nombre d'initiatives en termes d'accompagnement de nos entreprises, de renforcement de leurs capacités sur les questions de transformation de nos produits et également sur les questions de qualité des produits qui vont sortir. Et parallèlement à cela, le gouvernement travaille à renforcer les dispositifs institutionnels pour rendre notre économie beaucoup plus performante, nos entreprises plus compétitives. C'est ainsi que nous avons un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place pour attirer davantage des investisseurs et produire au Burkina. L'accord signé en mars 2008 à Kigali enregistre aujourd'hui l'adhésion et la signature de 36 pays dont le Burkina. La ZLECAf est soutenue par les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne. Elle offre des possibilités d'industrialisation et de transformation structurelle des économies nationales. Dans le registre agriculture, tous les 45 directeurs provinciaux ont répondu à l'appel de leur ministre cette semaine à Ouiguia, alors que la campagne sèche bat son plein et espérant une bonne campagne humide. Salifou Ouedraogo manage ses hommes pour plus de résultats. Il est à l'écoute de leurs préoccupations. Le point des échanges avec Boukari Ouedraogo et Karim Bikienga. Nadège Sanou est la directrice provinciale de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation du Bazéga. Elle égrène ses doléances à son ministre de tutelle. L'un de ses cris de cœur, l'amélioration des conditions de suivi des campagnes agricoles. La difficulté, c'est l'insuffisance de carburant mis à la disposition des agents. Et ces carburants aussi ne viennent pas à temps. Et ça ne permet pas aux agents de suivre correctement les producteurs, puisque nous sommes dans une dynamique d'encadrement rapproché des producteurs. Comme Mme Sanou, les 44 autres directeurs provinciaux en charge de l'agriculture ont mis cette rencontre à profit pour expliquer leurs difficultés. À chaque intervention, le ministre prend note. Quant aux solutions, il rassure. C'est ensemble que nous allons rechercher les solutions. Parce que nous voulons aller avec une forme de management qui est que la direction provinciale de l'agriculture doit être comme une entreprise. Et on doit mettre en place la culture d'entreprise pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés et faire en sorte que nous puissions inverser la tendance à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Les premières solutions, ce sont ces consommables informatiques remis séance tenante, du matériel d'un coût de 100 millions de francs CFA acquis en collaboration avec l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. On reste sur place dans le Nord, 4e région productrice d'oignons avec autrefois un rendement annuel d'environ 3 milliards de francs CFA. Ce n'est plus le cas car l'oignon de la région du Nord cherche actuellement preneur. Insécurité et Covid-19 pointés du doigt. La problématique de l'écoulement et de la conservation de l'oignon dans la région du Nord, c'est un reportage de Constantin Ouedraogo et Moussaki. Jean Bosco Sawadogo passe tout son temps à surveiller ses oignons récoltés. Il y a de cela 3 semaines. Chaque matin, le jeune homme fait un tri de ceux impropres à la consommation. L'écoulement cette année de ces 8 tonnes d'oignons n'est pas pour demain. Avoir des oignons sous les arbres qu'on n'arrive pas à écouler, forcément on n'est pas content. Parce que en termes de poids, nous perdons beaucoup et puis il y a des pourritures puisque c'est entassé. Donc le stress aussi augmente. Parce qu'il y a des engagements aussi qu'on a pris au niveau des microfinances. Il faut les honorer forcément. Salif Ouedraogo, lui, est un habitué du commerce d'oignons à l'international. Il voyage depuis 15 ans entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais l'insécurité et l'apparition de la maladie à coronavirus ont donné un coup de frein à son activité. À cela s'ajoute la concurrence avec l'oignon venu d'ailleurs. Difficile d'écouler l'oignon burkinabé. Sur le marché local, le prix du sac de 140 kg est au bas niveau, estimé entre 12 500 et 15 000 francs CFA, au lieu de 80 000 francs CFA les années antérieures. Par exemple, en Ghana, si tu es arrivé au Ghana, là, un sac c'est pourri un peu là,
Toujours les oignons là, c'est pourri, les oignons là, c'est pourri. Pour diminuer l'argent là, pour prendre. Or, s'ils prennent les sacs pourris là, on peut vendre ça comme bon sac là. Mais si vous regardez comme ça là, c'est le Burkina, l'économie là, nous aide ça à l'autre pays là. Pas de bénéfices dans ce contexte. Crient ici ces producteurs et commerçants. L'option choisie pour eux, la conservation des oignons pour attendre le moment de bonnes affaires. Là aussi, les magasins de stockage font défaut. Quand nous négocions des grands magasins pour stocker ça là, bon, en tout cas, je peux dire que ça va nous donner beaucoup même. Tous les cultivateurs là vont être contents. De dures réalités pour les producteurs d'oignons de la région du Nord. Mais pas question d'abandonner cette activité. Des maisons d'habitation sont même transformées en magasins de stockage. Nous ne devrions pas faire ainsi, mais les moyens font défaut. C'est juste pour éviter des pertes. Avec l'insécurité et le Covid, les difficultés des producteurs d'oignons du Nord se sont multipliées. Tous espèrent des mesures spéciales pour relancer le secteur. Cap à présent sur Mansilla, une commune de la région du Sahel. Plus de 10 000 déplacés internes à nourrir alors qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Les ressortissants de la zone réunis autour du mouvement d'Elral Mansilla se sont cotisés en guise de solidarité au DPI, mais difficile de convoyer les vivres à destination pour cause d'insécurité. Par voie de presse, ils tirent la sonnette d'alarme. Marguerite Douagnon. C'est un cri de cœur que lance ce 11 avril à Ouagadougou le mouvement d'Elral Mansilla pour venir en aide aux populations de la commune rurale dans la région du Sahel. Face à la presse, les responsables du mouvement dressent le tableau d'une situation qu'ils estiment dramatique. Mansilla, fortement enclavé, favoriserait le repli des groupes armés et les derniers développements de la crise sécuritaire dans la zone ont fini par isoler la commune au dire des responsables de l'association. Au plan alimentaire, aucun ravitaillement n'est possible au regard du blocus. Au plan sanitaire, on note la difficulté de ravitailler le dépôt pharmaceutique en médicaments essentiels pour les soins de base. Pire, le récent enlèvement des agents de santé sur l'axe Seba-Mansilla augmente toutes les inquiétudes et la désolation. À cela s'ajoute la saison pluvieuse qui s'annonce. Les conférenciers du jour s'inquiètent alors de la situation des milliers de déplacés internes, mais ils ne se contentent pas que de tirer la sonnette d'alarme. Vu l'impossibilité de cultiver, cette saison hivernale risque de faire de Mansilla un mouroir si les mesures idoines ne sont pas urgemment prises. Au vu de la succession des événements, les filles et fils de Mansilla, regroupés autour de l'association d'Elral Mansilla, ne sont pas restés inactifs. En effet, nous nous sommes organisés et nous avons pu acquérir 200 sacs de riz et produits divers en début mars 2021. Nous les avons transportés à Seba et mis à la disposition de l'autorité pour les transmettre aux populations de Mansilla. L'association sollicite l'appui des autorités pour que les vivres qu'elle a acquis parviennent aux populations de Mansilla. Elle appelle par ailleurs le gouvernement à tenir compte de l'urgence de la situation dans la localité. L'été ici à portée de main, c'est le lieu de toutes les possibilités. Eh bien, notre compatriote Tassien Sommet crée son réseau social dénommé Waiban, une nouvelle application qui compte déjà 100 000 utilisateurs à travers le monde. Mais son concepteur a dû faire face à certains géants du net comme Yahoo qui vient d'être débouté par la justice. Explication de Adama Guiti et Vincent Kenderbeogo. Dans le paysage des réseaux sociaux, un Burkinabé fait son entrée. Waiban, c'est la trouvaille de Tassien Sommet. Waiban, c'est une plateforme numérique que j'ai créée aux États-Unis. Alors, quand j'ai créé ça, j'ai eu en tête que, bon, lorsque tu regardes sur les autres pays, dans les autres pays ou bien sur les autres continents, ils ont leur plateforme personnelle à eux qui les servent beaucoup. À nous, les Africains et particulièrement les Burkinabés, nous n'avons pas quelque chose comme ça. Donc ça a été la force motrice derrière même la création de cette plateforme-là. Pour trouver sa place dans ce monde virtuel où règnent déjà d'autres géants, Waiban se fait une particularité. Il regroupe ses utilisateurs et les met en réseau en fonction de leur centre d'intérêt,
allant de la musique au business. Tout ce que tu peux faire sur les plateformes classiques, tu peux faire ça sur YBand. En plus de cela, lorsque tu regardes YBand, il y a 3 particularités à YBand. Il y a le côté volet personnel, volet musicien et puis volet business. Et maintenant, une fois que tu es à l'intérieur maintenant, ça te permet de te connecter avec des gens qui partagent le même centre d'intérêt. C'est basé sur le centre d'intérêt. Là, tu ne seras pas inondé avec des choses que tu ne veux même pas, que tu n'es même pas intéressé. La communication, tu peux faire des vidéos, tu peux faire des photos, tu peux faire même le message. Et il y a beaucoup de fonctionnalités. Tu peux créer des groupes, tu peux créer des événements, tu peux créer tout sur YBand. Dans sa conquête des utilisateurs, le réseau social burkinabé se heurte à Yahoo, le géant américain du net qui se plaint du logo de YBand. Quand moi j'ai essayé de faire le trademark, la marque déposée sur mon logo, c'est là le problème est arrivé. Leur avocat m'a contacté et il voulait pratiquement ses menaces parce qu'il m'a dit d'abandonner le projet que je suis en train de faire. Ils m'ont demandé à la justice et bon, ils n'ont pas gagné, donc j'ai gagné. Et puis j'ai maintenant la trademark sur ça là, sur la lettre Y. Ragaillardi par cette victoire judiciaire, YBand cherche à conforter sa présence sur la toile, surtout en Afrique, en tant que produit du génie africain. Selon son patron Tazien Soumé, qui est entre Ouagadougou et Los Angeles aux États-Unis, YBand compte déjà environ 100 000 utilisateurs à travers le monde. Et pour l'utiliser, il suffit de télécharger son application. Autre point de l'actualité, et nous parlons santé. L'ONG Save the Children plaide depuis ce matin pour l'augmentation des allocations budgétaires destinées à la mesure de gratuité des soins et permettre aux personnes vulnérables d'avoir accès à des soins de santé. Cette ONG souhaite également que la mesure de gratuité des soins soit prise en compte dans la loi portant régime d'assurance maladie universelle. Les précisions de Roger Kam et Oumou Sissé. Depuis l'instauration de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, les services de santé ont enregistré environ 70 millions de prestations offertes pour un coût total de plus de 120 milliards de francs CFA. Ces chiffres émanant du ministère de la Santé témoignent des efforts consentis par l'État burkinabé. Néanmoins, des difficultés subsistent mettant en mal l'atteinte de meilleurs résultats. Et pour sauver la mise en œuvre de cette mesure salutaire, l'ONG Save the Children lance ici un appel urgent aux autorités. Le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la gratuité des soins, de telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments, tout ça c'est dû au fait que le financement n'est pas assez adéquat. Pour une amélioration conséquente de l'état de santé des populations et la préservation d'une partie de leurs revenus, l'ONG Save the Children plaide également pour une intégration de la mesure de gratuité des soins dans la loi portant régime d'assurance maladie universelle. Un bel exemple de coopération pour un partage d'expériences en matière de formation sur les finances. L'INAREF est désormais partenaire à une autre école supérieure de renommée internationale, Bordeaux Management d'Abidjan, et l'École nationale des régies financières viennent de signer un partenariat pour une formation plus pointue au profit des financiers. Les termes de leur convention dans ce reportage de Souleymane Sanou et Estelle Judith Assagoba. Un bel exemple de coopération sud-sud. L'École nationale des régies financières ENAREF et Bordeaux École Management Abidjan, en abrégé BM Abidjan, scellent un partenariat. Un partenariat matérialisé ici par ces signatures et échanges de paraphes entre les premiers responsables de ces deux institutions. BM Abidjan a été inaugurée en septembre dernier. Elle vient après celle qui a été créée à Dakar. Et ce sont les deux écoles qui portent les ambitions de BM Management School en Afrique, une école basée en France. Pour le président directeur général de Campus Abidjan,
le choix de l'ENAREF n'est pas fortuit. Nous avons choisi ce partenariat avec l'ENAREF pour aller encore plus loin dans l'ambition qui est la nôtre, l'ENAREF et nous, de participer à l'effort de développement du continent et au développement des compétences africaines. Donc c'est cela le sens de ce partenariat-là, qui je l'espère pourra être bénéfique à nos institutions, à nos États. L'une des missions assignées à l'ENAREF est de former des cadres dans le domaine financier. Cette institution à vocation sous-régionale et internationale veut, à travers ce partenariat, s'inspirer de l'expertise de BM Abidjan. En nouant ce partenariat avec BM Management, qui est une institution de renommée internationale, c'est de pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'expérience de cette institution-là pour continuer à développer les formations que nous développons donc au profit des cadres burkinabés, des jeunes burkinabés et des jeunes d'Afrique. Un partenariat gagnant-gagnant que les deux responsables souhaitent voir perdurer. À l'international, Washington annonce le retrait sans condition de ses troupes d'ici le 11 septembre prochain en Afghanistan, donc au-delà de l'échéance du 1er mai comme précédemment fixé dans l'accord avec les talibans. 11 septembre 2021 marquera en effet le 20e anniversaire des attentats de 2001 aux États-Unis. Regardez. Pour Joe Biden, les États-Unis ont rempli leur objectif en Afghanistan. Le président américain a confirmé ce mercredi que les troupes militaires de son pays quitteront bien l'Afghanistan d'ici le 11 septembre prochain, juste avant le 20e anniversaire des attentats contre les tours jumelles. Attentats qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis. J'ai conclu qu'il était temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est temps pour les troupes américaines de rentrer à la maison. Nous avons été attaqués, nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs. Nous avons atteint ces objectifs. Ben Laden est mort et Al-Qaïda a été détruit en Afghanistan. Il est temps d'achever cette guerre sans fin. Juste après son allocution, Joe Biden s'est rendu au cimetière militaire d'Arlington à Washington pour rendre hommage aux derniers soldats américains tués en Afghanistan et en Irak. Plus de 2000 Américains et des dizaines de milliers d'Afghans sont morts dans la guerre menée depuis près de 20 ans en Afghanistan. Les pays membres de l'Alliance Atlantique ont eux aussi confirmé qu'ils quitteraient le pays d'ici le 11 septembre prochain. Revue de presse pour refermer cette édition. 3 sujets à la une, le génocide rwandais, le tour international du Faso 33e édition et les réactions sur le délibéré du tribunal militaire dans l'affaire Thomas Sankara. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. La décision de la Chambre de contrôle de l'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou de juger Blaise Compaoré et 13 autres personnes dans l'affaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara continue de faire couler beaucoup d'encre. L'un des principaux accusés étant hors du pays, les débats sont donc focalisés sur cette question. Pour Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la partie civile dans l'Observateur Palga, il est important que Blaise Compaoré, acteur principal, soit là pour éviter qu'il y ait des demi-vérités et surtout qu'il puisse donner sa version des faits. La même décision du tribunal militaire de Ouagadougou fait réagir des Burkinabés. Pour Serge Bambara alias Smoky, avec cette décision, c'est une victoire d'étape, mais il faut rester prudent car les Burkinabés attendent des actes forts suivis de décisions fermes pour restaurer l'autorité de l'État, point de vue relayé par aujourd'hui au Faso. Edi Kombouego, président du CDP, a également sa lecture de la situation. Dans le journal Le Quotidien, il trouve paradoxal le langage de réconciliation et l'ouverture des dossiers judiciaires. Un avis battu en brèche par Eric Kinda du Balai citoyen pour qui l'exécutif devrait exiger ou négocier les mandats d'arrêt contre certains inculpés. La 33e édition du Tour du Faso se tiendra du 29 octobre au 7 novembre 2021,
Ainsi, en a décidé l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu hier 14 avril. L'information fait la une du doyen des quotidiens burkinabés. Le journal de préciser que le Tour cycliste international du Faso comptera 10 étapes avec point de départ Banfoura dans la région des Cascades. Et puis, cette actualité qui laisse fuser les commentaires des éditorialistes, le génocide rwandais et la responsabilité française dans ce drame national. Édouard Balladur, ancien Premier ministre français, jette un nouveau pavé dans la mare en disant ceci: « Mon pays n'a pas tout bien fait et j'aurais été plus heureux que l'opération turquoise se fasse plus vite. » Mais il dit ne pas partager les blessures et les regrets de son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, souligne l'Obs. Une sortie qui risque de dresser le poil de l'homme mince de Kigali, commente mon confrère. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina. L'info revient à 14h en langue nationale. À bientôt.